Donc, bonjour, bienvenue à cette capsule santé psychologique qui porte aujourd'hui sur le thème du trouble de personnalité limite. Mon nom est Louis Cournoyer, je suis professeur titulaire à l'Université du Québec à Montréal à la section counseling de carrière, ainsi que conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Mon invité aujourd'hui, c'est Nadine Larivière, que je vais inviter à se présenter elle-même de façon à ce que ça soit plus clair. Hmm. Nadine? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation à contribuer à ces capsules. Donc, je suis Nadine Larivière, je suis professeure titulaire à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke. Je suis ergothérapeute et donc mon enseignement est dans le programme d'ergothérapie. Je vais résumer mes expertises de recherche. Alors, mes expertises de recherche concernent les personnes avec un trouble de personnalité limite. Donc, ça me fera plaisir de vous partager le fruit de mes lectures, connaissances, travaux, etc., pratiques auprès de cette clientèle. Et je m'intéresse particulièrement aux défis que les personnes avec un trouble de personnalité limite rencontrent dans leur vie quotidienne, dans les différentes sphères de la vie, avec un intérêt particulier pour la sphère professionnelle dans les dernières années. Puis, je suis très proche des praticiens. Donc, ultimement, l'idée est d'offrir des outils et des interventions qui sont spécifiques, utiles, pertinentes pour ces personnes. Mon Dieu, ça va être intéressant. Euh, je pense qu'avec tout ça, on va aborder certaines questions aujourd'hui. Je pense que ça va être Oui. l'occasion de partager des connaissances en lien avec des travaux, comme tu dis, puis des outils. Euh, je commencerai avec une première question qui est un peu d'ordre général. Pour quelqu'un qui a entendu le terme, mais qui ne le connaît pas en profondeur, c'est qu'est-ce qui serait important de savoir et d'être sensibilisé à propos d'une personne avec un trouble de personnalité limite? Je suis très contente qu'on débute par cette question-là parce que dans les dernières années, c'est un des troubles de personnalité. Il y a plusieurs types de troubles de personnalité, mais c'est un des types de troubles de personnalité dont on entend plus parler dans les médias du grand public Mm. ou à travers des films ou des séries. Et bon, c'est parfois bien présenté, puis parfois présenté en mettant une lumière sur les stéréotypes que Oui, l'on a et oui. les préjugés qu'on peut avoir quand on entend le terme trouble de personnalité limite. Il faut s'en protéger comme c'est Oui, présenté comme s'il faut s'en protéger. Mm. exactement. Parce que ce qui va être vraiment souvent associé, c'est documenté dans les études aussi, même auprès des intervenants, intervenantes, là, les professionnels de la santé, des services sociaux. Rapidement, on va associer trouble de personnalité limite à caractère difficile, à montagne russe émotionnelle, à intensité émotionnelle. Donc, je vais avoir quelqu'un avec qui ça va être intense, chargé, et qu'à travers justement ces démonstrations comportementales, il y a une manipulation puis une recherche d'attention. Mm. Donc, la première chose vraiment pour s'aider à démystifier, ça passe par la connaissance de ce que c'est vivre avec un trouble de personnalité limite. Donc, à ça, c'est là où je vais contribuer ici à semer des graines avec, en fait, plus d'informations factuelles sur ce que c'est un trouble de personnalité limite. Alors, un trouble de personnalité limite, c'est un des troubles qu'on retrouve dans le DSM-5. Je ne listerai pas tous les symptômes parce que je veux vous le présenter d'une autre façon. Mm. Essentiellement, si on avait à regarder le cœur des défis des personnes avec un trouble de personnalité limite, c'est l'instabilité. Les mots-clés, c'est instabilité puis impulsivité.
Alors, l'instabilité, elle est par rapport aux émotions. Donc, effectivement, les gens avec un trouble de personnalité limite vont avoir de la dysrégulation émotionnelle. Donc, les émotions sont vécues, oui, d'une manière intense. Ça monte puis ça redescend. Donc, ça finit toujours par redescendre, mais ça peut monter d'une manière intense, en particulier les émotions négatives, la colère, la détresse. Mm. Ensuite, l'instabilité, on va la retrouver au niveau des relations interpersonnelles. Un trouble de personnalité, essentiellement un trouble relationnel, dans la relation avec soi, puis dans la relation avec les autres. Chez les gens qui ont un trouble de personnalité limite, ce qui caractérise vraiment leurs défis au niveau relationnel, c'est que ce sont des personnes hypersensibles au rejet et à l'abandon. Mm. Et donc, ça va se manifester par un attachement désorganisé, donc être trop familier trop rapidement, rejeter avant d'être rejeté soi-même. Ça va amener aussi bien souvent des conflits avec les personnes dans leur entourage, les collègues de travail. Et il y en a, quand on regarde leur parcours au long terme, pour se protéger, vont s'isoler socialement. Donc, c'est parfois une trajectoire qu'on va voir chez les gens avec un trouble de personnalité en vieillissant, c'est l'isolement pour se protéger des relations interpersonnelles. Ah. Ouais, ouais, on va voir ça, ouais. L'instabilité, ouais, veux-tu Ouais, j'ai réagir? une petite question. Vas-y, Ouais, c'est oui. pas tant réagir, une petite question, parce que c'est toujours tu sais, de séparer ce qui est de l'ordre du trouble d'un comportement Ouais, courant. Tu sais. Il y a des gens qui sont un petit peu plus, je vais utiliser d'autres termes, là, on va dire dans la vie, ils sont plus prompts, sont plus ouais. directs, sont plus réactifs, mais, Hum, mais on dirait pas qu'ils sont hum, nécessairement un trouble de personnalité limite. Fait que hum, pour bien illustrer, là, tu sais, on est dans quel univers là, quand hum. on... Oui, ben, tu sais, d'une part, il n'y a pas un seul symptôme, tu sais, comportemental qui va amener le trouble. Donc, c'est cette configuration-là d'instabilité affective, d'instabilité relationnelle, d'instabilité comportementale. Puis c'est là où on va voir certains indices de la gravité. Hum, C'est en fait que pour composer avec vraiment la souffrance que ça génère, cette dysrégulation émotionnelle, puis ces intensités émotionnelles-là, euh, ou toutes les frustrations, les déceptions qu'ils peuvent vivre dans les relations interpersonnelles, bien, ils vont composer bien souvent de manière impulsive avec ça, avec des comportements qui les mettent à risque. Donc, c'est là où il y a, dans les symptômes qui vont être mis dans le DSM, ce qu'on va voir concrètement, c'est que c'est souvent des gens qui vont s'automutiler, des personnes qui vont avoir des idées suicidaires récurrentes, hum, des personnes qui peuvent, tu sais, de toutes sortes de façons dans la vie, de manière impulsive, ben, soit avoir adopter de la conduite automobile qui va être dangereuse, de rage au volant. Ils peuvent dépenser de manière excessive, ils peuvent consommer des substances de manière excessive, ils peuvent avoir une sexualité qui est, elle aussi, là, excessive, et donc se mettre à risque d'autres problèmes de santé avec ce genre de comportement-là. c'est là qu'on est ailleurs, là. C'est là qu'on est ailleurs exactement. Puis OK. pour avoir un diagnostic, il faut aussi qu'il y ait vraiment des répercussions importantes dans la vie quotidienne. Fait que ça, c'est l'autre volet. Le Hum, dernier morceau aussi qui est important pour décrire le TPL, avant que je vous parle un peu la vie quotidienne peut ressembler à quoi, c'est l'instabilité identitaire. Donc, ça, c'est l'autre élément qui les caractérise. Puis je vais revenir quand on va vouloir aborder plus spécifiquement la sphère professionnelle, mais pour comprendre, ça fait partie du trouble, pas seulement par rapport à la sphère professionnelle, c'est l'aspect que ce sont des personnes
qui ont une identité qu'on va dire diffuse ou floue, qui va, en fait, ce sont des gens qui vont apprendre à se connaître à travers le regard des autres sur eux. Mm. Alors, c'est moi, mon identité personnelle, j'avoue que je ne le sais pas trop. C'est souvent ça qui va arriver, mais ma façon de me définir, ça va être à travers comment les gens me parlent de moi. Et c'est des gens qui vont en lien avec ça. Donc, faire des choix fluctuants dans la vie. Leurs choix professionnels vont être fluctuants en lien avec ça. Par exemple, c'est des gens qui vont avoir de la difficulté à se formuler des projets de vie, à avoir des buts dans la vie, parce que ça va être très dépendant des relations. Donc, plus tard dans la vie adulte, des relations amoureuses, ils vont être très dépendants du partenaire pour définir ça va être quoi leurs intérêts ou leurs projets de vie. Tout passe vraiment par les relations, hein. Même l'identité, ce que tu me dis grosso modo, c'est les décisions Oui, importantes, les actions importantes qui sont prises dans la vie sont pas, là, je vais utiliser une expression populaire, mais sont pas groundées sur ce exact. sont toujours en positionnement d'une certaine façon en fonction de du regard de l'autre, comme tu disais, là. Exactement. Exactement. Fait que ça peut être soit en réaction ou ça peut être pour se conformer, là, mais oui, effectivement. OK. Puis comme je disais, pour avoir le trouble, tu sais, tu me parlais de quand ça devient un trouble, bien, au niveau du fonctionnement dans la vie quotidienne, parce que c'est des éléments qui sont importants pour les futurs conseillers et conseillères en orientation, c'est ils vont rencontrer des gens qui ont des routines de vie un peu semblables à tout ce qui est psychologique. Ils ont une vie instable aussi dans la vie quotidienne. Mm. Donc, c'est des gens qui vont avoir de la difficulté à s'organiser des habitudes, des routines régulières. C'est des gens qui peuvent avoir beaucoup de problèmes de sommeil, donc tout ce qui est autour de l'hygiène de sommeil. Puis, c'est des gens qui vont avoir des difficultés à actualiser des activités de loisirs. C'est un volet de la vie qui est difficilement investi parce que si on aborde, si tu veux qu'on aborde les causes, ben, les origines sont vraiment de par le genre de dynamique familiale dans lesquelles ils ont vécu. Moi, je dis souvent à mes étudiants et mes étudiantes, ben, c'est pas des gens qui ont eu des parents qui les ont inscrits à des activités parascolaires et qui ont développé des hobbies dans la vie, là, des passe-temps dans la vie. Donc, c'est des gens qui vont surinvestir le travail bien souvent. Mm. Euh, Puis, on peut apprendre à prendre soin d'eux avec justement des activités euh, sportives ou culturelles ou peu importe. Donc, s'il n'y a pas une autre personne avec qui ils peuvent faire une activité de loisir, c'est une sphère de la vie qu'on a vue qui est particulièrement difficile à réaliser OK. pour ces personnes-là. Là, tu me diras, je t'oriente peut-être trop vite, Oui. mais est-ce qu'il y a des mythes et réalités par rapport à ça, Hum. par rapport aux personnes avec TPL? Ben, longtemps dans les mythes, on a confondu, ça peut être encore le cas, là, le trouble de personnalité limite au trouble bipolaire Mm. à cause des fluctuations d'humeur, là, Oui. où il peut y avoir, tu sais, on pense qu'il y a une similitude entre les deux. Mais ben, il y a des différences. C'est pas la présentation des symptômes n'est pas exactement les mêmes, puis il y a plus que juste une fluctuation d'humeur. La cause première d'un trouble bipolaire est fondamentalement neurobiologique. Oui. Dans le trouble de personnalité limite, ce qui commence à se dessiner avec les études, puis c'est là le facteur de réalité, c'est que, je veux dire, c'est pas entièrement environnemental. Il y a des éléments neurobiologiques qui commencent à se préciser autour de la dysrégulation émotionnelle et l'impulsivité. Puis, il y a une vulnérabilité génétique aussi dans le trouble de personnalité limite. Fait que ça, c'est un élément, c'est pas entièrement environnemental. Euh,
Donc, il y a une petite nuance là, par rapport à ça. L'autre mythe, vraiment par rapport au trouble de personnalité limite, qui encore là est un peu tenace, c'est celui que c'est des gens avec qui la situation ne changera jamais. Mm. Alors, longtemps dans le DSM, les troubles de personnalité étaient dans un axe, l'axe 2 quand c'était multiaxial, l'axe 2 où en fait, dans l'axe 1, c'était les troubles mentaux courants, les troubles mentaux graves, puis l'axe 2, c'était où est-ce qu'on mettait, pour les gens que ça concernait, le handicap intellectuel, la déficience intellectuelle et les troubles de personnalité, parce que c'était perçu comme des conditions qui ne changeraient jamais. Mm. Alors, ça véhiculait l'idée que quand on a un trouble de personnalité, ça ne changera jamais. Ça ne peut pas s'améliorer. Ce ne sont pas des gens qui peuvent se rétablir. Puis, il y avait aussi dans ce préjugé-là que c'est des gens qui ne sont pas capables vraiment d'adopter des stratégies pour aller mieux. OK. Alors que probablement qu'on a fait plein d'expériences avec intervention depuis qui ont démontré des résultats. Exactement. C'est exactement ça, lui. Alors, c'est ça qui a beaucoup évolué, qui a été vraiment en effervescence depuis les années 1990 avec les premières psychothérapies, thérapies probantes, et il y en a d'autres qui se sont ajoutées dans les boîtes à outils depuis. Puis ça, c'est vraiment un gros morceau qui fait changer nos perceptions par rapport aux troubles de personnalité limite. Que l'aide est possible, ils peuvent aller mieux, oui, ils peuvent se rétablir, oui, ils peuvent tendre vers une participation sociale satisfaisante. Oui. On pourra peut-être en reparler dans une question plus tard, là, où je pense que je vais t'amener vers ça. Euh, Si tu veux, on irait à une deuxième question. OK. Tu as parlé beaucoup. Bon, je pense qu'on a établi que c'est beaucoup relationnel, là. Oui. Personnalité limite fait que ça parle de probablement de la façon dont la personne interagit. Ça va parler de la façon qu'elle va interagir avec les autres, puis ça va parler aussi de comment, quand on fait partie de l'entourage d'une personne avec un trouble de personnalité limite, on doit Hum, interagir. Je vais élargir un petit peu mon laïus, là. hum, Moi, j'ai un souci, j'ai une préoccupation, c'est que j'aime ça que on regarde l'expérience d'une personne d'un point de vue empathique, c'est-à-dire partir du principe qu'on hum, ne choisit pas là, de vivre avec un trouble de personnalité limite et c'est pas de joie, c'est pas une stratégie en soi de fonctionnement dans la société, c'est souvent une souffrance. hum, Ça fait qu'au regard de ça, là, j'arrive avec ma question, c'est comment se vit l'interaction avec une personne avec un trouble de personnalité limite et comment peut-on bien, mieux interagir avec hum. elle? Oui. Une question essentielle. Euh, et je dirais, la première chose, ce qui nous aide, puis je vais probablement revenir plusieurs fois avec ce message-là, en fait, c'est qu'il faut mettre des mots sur les réactions intenses. On parlait d'instabilité tantôt, on parle d'impulsivité. Euh, donc, c'est de prendre le temps de mettre des mots sur ce qui est derrière ces réactions-là et ces comportements-là. Ça, c'est la première chose, dans le sens où, comme je disais, un des mythes, c'est rapidement, ça peut être interprété comme la personne veut manipuler, la personne a vu de l'attention, mais c'est de prendre le temps de regarder c'est quoi le sens, la fonction de ce comportement-là. Euh, Puis, je veux dire, on peut être déstabilisé par toutes sortes de comportements, mais peu importe le comportement qui vient nous déstabiliser, c'est de se rappeler qu'il y a une fonction pour la personne. Donc, elle arrive peut-être pas à dire en mots, clairement, même s'ils s'expriment très bien, là, les gens qui se trouvent de personnalité limite, mais son message, elle nous l'envoie par son automutilation, par des idées suicidaires,
Elle nous parle de sa souffrance de cette manière-là. Donc, ça, Ça prend une c'est, très, très bonne écoute, hein, pour mettre ces ça, mots. oui, exactement, exactement. Écoute, pas Fait juste des mots, mais du non-verbal, tout ce qui est que, communiqué par la personne. Hum. exactement. Son comportement, il nous envoie un message. Donc pour les intervenants, d'être très, très attentifs au non-verbal, puis donc, qu'est-ce qui est sous-jacent à ces comportements-là, c'est très, très important. Là, je parlais de l'automutilation, mais ce qui est bien décrit, qui va se produire, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des événements interpersonnels qui peuvent fragiliser l'alliance. C'est sûr, ça Oui. va arriver. Euh, donc, d'être déjà aussi préparé à ça, tu sais, dans le sens où, mais de savoir que pour la personne, il y a un sens de cette réaction-là. Tu sais, les gens avec un trouble de personnalité limite, si on se rappelle, outre la description clinique, ce sont des gens qui, dans une très grande proportion, ont vécu de l'adversité dans l'enfance. C'est une très grande proportion Qu'est-ce vont que tu avoir, entends par adversité? ben, ils vont avoir vécu des épreuves importantes, euh, des milieux familiaux qui peuvent avoir été eux-mêmes désorganisés et chaotiques, où il va avoir eu de l'abus, où il Hum. va avoir eu de la négligence, où l'abus peut être de l'abus physique, de l'abus psychologique, de l'abus sexuel, ou si on n'est pas dans un registre d'abus, ils vont avoir quand même été dans des familles où ils vont avoir vécu de l'invalidation de manière répétée. Donc, de qui ils sont, de comment ils se sentent. Et donc, quand ils vont arriver avec nous, ils vont voir ces vulnérabilités-là. Ils vont porter ce bagage-là, hein, en eux. Donc, c'est aussi quand on est capable de nommer, oups, là, il y a l'expression d'un attachement désorganisé ici, tu sais, qui va se manifester. On parlait de crainte d'abandon. Vous allez le vivre. C'est, par exemple, vous partez en vacances comme intervenant. Ça se peut très bien qu'à un moment, tu sais, imprévisible, il y a une réaction intense. Puis là, vous dites, wow, qu'est-ce qui se passe? On Hum. est en train de parler de tel sujet, mais là, c'est parce qu'il reste 5 minutes à la rencontre, puis la personne sait que vous partez en vacances, et là, elle, ce qui monte, c'est sa peur de l'abandon. Se sent abandonné, même Ça si sent abandonné. rationnellement, ça fait pas de sens, mais émotionnellement, ça en fait énormément. Exactement, exactement. Fait qu'il va avoir, tu sais, ces manifestations-là, comme, puis ça en est un exemple, ben, ça a un sens pour la personne. C'est des gens, tu sais, qui peuvent chercher à avoir beaucoup d'attention effectivement particulière parce que pour eux, faire confiance à des personnes intervenantes, c'est pas facile. Maintenir un engagement dans un suivi ou dans un lien thérapeutique ou d'accompagnement, c'est pas facile. Donc, ils peuvent chercher de toutes sortes de façons à le mettre à l'épreuve, Hum. en vous appelant souvent, en venant pas au rendez-vous, en n'avisant pas qu'il soit en retard, en faisant des demandes excessives. Fait Mais qu'il y a encore un message dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. exactement, exactement. Fait qu'il reste que pour rester empathique, déjà quand on comprend bien leur dynamique, puis qu'est-ce qui est en train de se passer, que c'est pas à moi qui s'en prennent comme personne, mais c'est ce que ça représente. Oui. Je suis dans un lien où il y a quelqu'un qui m'écoute. Il y a quelqu'un qui essaie de me comprendre. Il y a quelqu'un qui ne me juge pas. Je suis pas habituée, moi, de vivre ça. Moi, je suis habituée de vivre de l'invalidation, de la critique, du rejet, de me faire dire toutes sortes de choses négatives à mon endroit. Là, on m'écoute. On veut m'accompagner. Ça me fait peur. Ça me déstabilise. Fait que je vais essayer de saboter ça Oui, parce aussi. que ça ferait plus mal encore de se faire abandonner par quelqu'un qu'on a cru, Oui, qu'on osait croire oui, à une intention bienveillante, que
de personnes qui, d'emblée, on présume qu'elles ne le seront pas, là. Oui, C'est ça. exactement, exactement. Fait qu'ils portent en eux ce bagage-là, ces vulnérabilités-là. Puis, c'est des personnes hypersensibles. Puis, on parlait tantôt comment leur non-verbal est aussi parlant de ce qu'ils vont dire verbalement. Donc, dans le non-dit verbalement, il y a autant de richesse que dans ce qui est dit verbalement. Ben, ils vont être aussi très, très, très observateurs de nous, là, comme thérapeutes, Mm. comme intervenants. Ben Ils oui, vont être comme très observateurs de nous, hyper sensibles. Oui. Alors, et puis ça, c'est sujet à toutes sortes d'interprétations qui peuvent exprimer en comportement, en réaction. mm. Euh, vous ne les regardez pas à un certain moment. Ben, eux, ils pourraient l'interpréter, tiens, aujourd'hui, elle est en colère avec moi. Elle n'est plus intéressée à moi. Ben, c'était pas ça nécessairement, encore une fois, comme l'abandon de tantôt, c'est pas ça, là. Mais ils peuvent l'interpréter comme ça. En fait, on a tous des enjeux d'interprétation, mais là, ils sont exacerbés, là, d'une certaine façon, cette interprétation-là de l'autre. Oui, exactement. Puis c'est des personnes de par, comme je disais, souvent leur vécu dans l'enfance où il y a eu beaucoup d'agir avec les émotions ressenties ou de coupures affectives. Hmm. Ben, dans le jargon, on va dire qu'en fait, plus tard dans la vie adulte, ce qui va être difficile, c'est de mentaliser. Fait que ça veut dire mentaliser, ça veut dire nommer ses états mentaux, être capable de mettre des mots sur ses ressentis, être capable de mettre des mots sur l'état mental de l'autre dans une situation relationnelle puis de ses ressentis. Hmm. C'est des gens qui ont de la misère à avoir un regard 360 OK. sur une interaction. Donc, c'est pour ça qu'on va observer ça, ces réactions comportementales-là à une interprétation, mettons, d'une réaction non verbale de l'intervenant. Puis au final, peut-être qu'on arrive à la fin de ce bloc-là, mais au final, moi, je dirais deux choses. Une des clés dans la relation, même si je le sais que vous allez être des futurs conseillers, conseillères en orientation très bien préparés dans vos rencontres, avec des sujets abordés, avec des contenus, avec peut-être des exercices pratiques, des démarches concrètes. Mais à tout moment, quand il y a des indices dans le non-verbal, entre autres, là, ou même dans ce que la personne dit, c'est de donner un espace pour parler du processus, pour parler du lien, pour parler du ici et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est de donner l'espace à la personne à mentaliser, justement, sans faire une thérapie de mentalisation, mais à mentaliser, à mettre des mots sur ses ressentis, puis aller vérifier avec une personne comme vous, qui est bienveillante, aller vérifier les interprétations. Parce que ça va énormément leur servir après ça, justement, dans leur intégration au travail. Ben justement, là, tu fais la jonction. On parlait d'orientation, tu fais Ouais, le travail, je vais t'amener là-dessus. parfait. Une personne avec un trouble de personnalité limite, ça Ouais. peut. euh, Comment une personne avec un trouble de personnalité limite va vivre le travail et va vivre son parcours professionnel d'une certaine façon? Alors, le travail, ça, c'est vraiment intéressant. Je vais vous dire dans le sens suivant. La sphère professionnelle, euh, comment c'est perçu par les intervenants. Je vais commencer comme ça. On a deux mythes par rapport à troubles de personnalité limite et travail. Une des premières conceptions, qui n'est pas tout à fait ça dans la réalité, c'est que comme les personnes avec un trouble de personnalité limite, c'est des personnes énergiques, des personnes expressives, des personnes affirmatives. Il y a eu quand même longtemps l'impression de compétences apparentes.
c'est un concept dans le jargon, mais que ce sont des personnes qui ont les compétences. Hmm. Donc, qu'il n'y a pas d'enjeu à se trouver un travail et à travailler parce qu'ils donnent une impression de compétence. Après ça, bien, l'autre pôle, c'est comme ce qu'on se disait tantôt, ben, quelqu'un qui a un trouble de personnalité, ça ne changera jamais. Il ne sera pas vraiment capable de s'en sortir. Ça va toujours rester un problème. Donc, vraiment, est-ce qu'on peut vraiment les accompagner par rapport à la sphère professionnelle? Tu sais, c'est un questionnement. Fait que ça a été longtemps dans les interventions et les suivis, Hmm. un angle mort au niveau des services cliniques, des On traitements, des devrait se thérapies. dire, si c'est appelé à ne pas pouvoir changer, on va plus aider la personne à gérer ça, mais sans espoir que Exactement. l'aide puisse jouer un rôle bénéfique dans sa vie. Exactement. Fait que dans l'accompagnement, c'est de dire, ben, de toute façon, euh, tu sais, la dysrégulation, l'ambivalence, le sabotage, ça va rester à long terme. Donc, il y a, tu sais, comme pas grand-chose à faire. Ou au contraire, de dire, ben, ils sont capables d'aller porter un CV, et puis de passer une entrevue. Ils ont toutes les habiletés relationnelles pour le faire. Ils parlent clairement et tout ça, tu sais, surtout dans ces contextes-là. On n'est pas dans l'expression de son vécu. Alors, ce qui est en train de changer, ben, c'est qu'en fait, on se penche là-dessus avec des études pour documenter le tout. C'est ça, entre autres, mon champ d'intérêt. Et Oui. là, on amène des nuances. Alors, qu'est-ce qu'on commence à voir à ce niveau-là? Ce qui ressort vraiment dans les études réalisées à différents endroits dans le monde, quand on demande aux gens avec un trouble de personnalité limite, pour votre établissement, si vous pensez à votre établissement pour avoir une vie satisfaisante, c'est quoi qui est important pour vous? Le travail revient tout le temps. Oui. Le travail, c'est Alors, la dignité. Le travail, c'est l'occupation du temps. C'est dans tout, là. Hmm. exactement. Pour tout le même genre de bienfaits qui aurait pu être démontré avec d'autres clientèles, avec d'autres groupes dans la population, c'est la même chose pour les gens avec un trouble de personnalité limite. C'est un objectif très important. Donc, ça, c'est un élément quand même à mentionner. Mais c'est une sphère de la vie qui est plus difficile que l'on pensait pour eux à accomplir. Entre autres, parce que nous, on a vu dans nos travaux en particulier, c'est, je reviens à la sphère identitaire. C'est là que ça ressort. Alors, c'est des gens qui se connaissent mal et donc, combiné avec leur impulsivité, ce qu'on va voir comme genre de parcours type, c'est que c'est des gens qui vont magasiner des emplois. Tu sais, donc, leur parcours professionnel va être, euh, comment je pourrais dire, va caractériser de manière type là, ou caractéristique, ils vont fréquemment changer d'emploi, changer de carrière, tu sais, même de carrière, s'ils s'engagent dans des études, par exemple. Ça ne sera pas rare qu'ils ne les mettront, tu sais, ils ne termineront pas ces études-là pour essayer d'autres choses. Peux-tu amener le raisonnement qui vient avec ça, c'est-à-dire le discours intérieur là, qui vient avec ces changements d'emploi-là? Ben, c'est que en fait, ça peut être une combinaison de facteurs, mais en particulier, c'est que leur choix d'emploi va être très influencé par leur entourage. Donc, tu sais, nous, on va l'avoir entendu souvent. J'ai un ami, une amie qui m'a parlé qu'un employeur cherchait, tu sais, quelqu'un. Puis, ben, tu sais, je pense que je serais capable de faire ces tâches-là, fait que j'y vais. Mais si c'est pas connecté, tu sais, à ses intérêts, à ses préférences personnelles vraiment, ou tu sais, il n'y a pas une réflexion solide par rapport à ça, ben qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver que la réalité, c'est dans les tâches qu'on a à faire, ben, il y a des tâches qui sont frustrantes, il y a des tâches qui demandent plus d'efforts, il y a des tâches relationnelles qui vont venir nous rendre plus vulnérables. Puis la personne avec un trouble de personnalité limite, typiquement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre fin à l'emploi ou elle va s'absenter. Donc, si dans la vie personnelle,
elle vit des situations stressantes, elle va s'absenter. Si elle vit des situations stressantes au travail, elle va s'absenter. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est un parcours, comme on voit, où il y a beaucoup de changements, d'emplois de courte durée, parce que l'engagement à long terme est assez difficile quand en plus l'emploi n'est pas connecté à vraiment ses préférences personnelles. Ce que j'entends derrière ça, puis là, je vais utiliser un concept qui est peut-être pas ceux que tu utilises, mais probablement celui d'adaptation, Hum, mais à base, là, adaptation, c'est-à-dire la réponse entre ses ressources et les exigences de l'environnement. ouais, J'ai l'impression dans ce que tu dis, c'est que les changements d'emploi vont souvent être parce que l'environnement, à un moment donné, présente des attentes, des exigences au plan hum, relationnel, au plan hum, de la gestion de certaines tâches, au plan de, oui, des fois, l'autodévoilement de soi-même, tu sais, etc. Mais toutes des raisons qui font que la personne, puis là, j'utilise un anglicisme, mais elle ne peut pas coper hum, par rapport à ça et sa réponse oui, ça va être plutôt qu'essayer de travailler à mieux s'adapter, ça va être de se retirer. Est-ce que de ça se fait? retirer. Oui, exactement, exactement. Ça va être de se retirer, ça va être d'éviter. Puis Hmm. c'est là le pattern qui peut s'installer dans leur cas de l'évitement répété. Tu sais, je parlais au niveau relationnel, au long cours, il peut s'installer de l'isolement social justement pour se protéger. Ça peut être la même chose qu'on voit au niveau de la sphère professionnelle. Alors ça, c'est quelque chose qu'on commence en tout cas nous, à décrire, ce pattern-là, puis qu'il y a un bagage de plusieurs expériences négatives, puis un mécanisme d'évitement qui s'installe, puis là, la, 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 la reprise vers une mobilisation de se réintégrer en emploi, ben, est teintée de beaucoup d'appréhension Hmm. parce qu'il y a vraiment un parcours d'évitement qui s'est installé. Puis pour les raisons qu'on se disait, c'est que c'est sûr que quand je me connais pas bien dans mes intérêts réels, de ce qui part vraiment de moi, ben, ça, c'est vraiment la base. Ça fait que c'est un thème incontournable, je dirais, là, pour les conseillers, les conseillères en orientation, de prendre ce temps-là, de faire vraiment un bon bilan introspectif là, par rapport Oui, puis à ce rôle-là. c'est d'en construire un, parce que là, ce que j'entends, c'est que Hum, si je travaille avec quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ouais, 50 ouais, ans, mais le principe est le même, la personne n'est pas grandée à elle-même, est toujours dans la définition de soi-même au travers du regard de l'autre. hum, Les questions de base de type parle-moi de toi, parle-moi de tes intérêts, parle-moi de tes valeurs. Qu'est-ce qui est, tu sais, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est par hum, rapport à l'identité, qu'est-ce qui est faux, c'est difficile à déterminer. Donc, ça demande un travail accru, probablement des bonnes stratégies là, ouais. à ce Oui, tout à fait. Tout à moment. fait. Puis aussi, euh, ben, amener aussi de la nuance dans leurs expériences. Parce que c'est sûr que, tu sais, si on reprend vraiment tu sais, l'exemple de la question que tu amènes, ben, la personne, parle-moi de toi, parle-moi de tes expériences. C'est sûr que là, c'est le bagage de tout ce qui n'a pas fonctionné la perception d'harcèlement, d'abus, d'expériences difficiles au travail, tu sais, soit la pression ressentie ou la non-écoute du supérieur immédiat ou peu importe. Mais c'est de les amener aussi à voir, mais qu'est-ce que tu as appris sur toi, puis qu'est-ce qui a été positif, puis qu'est-ce que tu as bien fait dans ce travail-là, de quoi tu es fier, les amener là aussi, là, tu sais, dans la construction de leur identité. J'ai Parce le qu'ils goût vont d'a- mettre plus l'accent sur le volet négatif. j'ai le goût d'amener un élément là-dessus, parce que je reprends quelque chose que tu as dit euh, au début, c'est que souvent, ces personnes-là vont s'appuyer beaucoup du regard de l'autre, puis au travers de tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, ils communiquent leurs besoins. Fait qu'autrement dit, dans l'impression qu'on pourrait avoir que la personne est en train de se plaindre de Oui, son employeur, de ses expériences et de risquer de l'étiqueter rapidement comme une personne plaignarde. Je prends un oui, exemple, c'est pas tout oui, le monde. oui, Mais dans cet exemple-là, il y a l'idée de dire, attends, on peut le regarder cet angle-là, mais on peut aussi, si on a un regard bien aiguisé, une écoute bien aiguisée là, en termes d'intervenant,
qu'est-ce que la personne, au travers de ces expériences-là décevantes, est en train de me communiquer de ses besoins à elle. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Absolument. Exactement. Puis, tu sais, si je peux me permettre tout de suite de faire du pouce sur ce que tu me partages, ben, puis on pourra revenir sur d'autres éléments si tu le souhaites, mais sur, en fait, dans les interventions ou les modalités d'intervention qui sont gagnantes, l'accompagnement dans la réflexion, tu sais, on se disait que c'est assez difficile. Si on pose juste des questions ouvertes, c'est des gens qui peuvent aller dans l'introspection très bien, mais moi, je suggère vraiment, vraiment d'utiliser des outils concrets pour structurer la réflexion. Ils répondent extrêmement bien à ça, avec des questionnaires validés, par exemple, OK. dans votre champ professionnel, là, vraiment. Et pourquoi, je fais exprès, là, je te pousse ça plus loin. Pourquoi, une fois que j'ai le questionnaire validé, là, faut que qu'est-ce que je fais avec? Ben, on demande à la personne de nous en reparler, tu sais, parce que même le processus de faire un questionnaire auto-administré est révélateur de la personne. Dans OK. comment elle le fait et dans L'expérience de le son faire. contenu. Oui, c'est ça exactement, parce qu'on lui demande aussi de nous partager ça, parce que ça va être très révélateur de leur discours intérieur, de leur rapport à l'autorité qui donne des consignes, tu sais, est-ce qu'il y a des questions qui ont évité, tu sais, donc tout ça, ça va être vraiment riche après pour bien connaître la personne, puis ce processus-là aide la personne dans sa connaissance d'elle-même aussi. Là, Donc, tu commences à répondre à la question que je voulais t'amener, fait que je vais la ouais, nommer là, pour bien la positionner ouais, dans la capsule. C'est, je vais dire comme intervenant, mais s'il y a lieu aussi, on pourra l'amener sous l'angle de personnes de l'environnement, de proches, etc. Mais partons des personnes intervenantes. ouais, Quelles sont les stratégies gagnantes pour soutenir et aider une personne avec un trouble de personnalité limite, hum, notamment par rapport à l'emploi, études, hum, non plus largement là, hum, dans la vie? ouais. Bien, comme on disait, euh, la sphère professionnelle, c'est vraiment un objectif de vie qui est très important pour les gens qui ont un trouble de personnalité. Comme on a vu précédemment, c'est une sphère chargée sur le plan des expériences. Donc, c'est quelqu'un avec qui on peut faire un bilan quand même intéressant d'expérience professionnelle, mais prendre le temps de regarder avec ces personnes-là, vraiment justement de ce qu'ils retirent de toutes ces expériences-là Oui. d'une manière nuancée, parce que la Nuancé. base, ben Nuancé. nuancée parce que, comme je disais tantôt, c'est des personnes qui peuvent voir les choses en noir ou blanc. Oui, OK. Donc, quand ils commencent à vous consulter, ils vont être plus dans le noir, tu sais. Hmm. Puis ça peut être quelque chose qu'on leur a fait d'un questionnaire, ça va ressortir, tu sais, tout va être assez négatif. OK. Fait que le processus d'accompagnement avec eux va les amener à voir plus en gris à la fin. Hmm. Donc, c'est pas dire qu'on passe d'une cote bien négative à une cote dans l'extrême positif. Ce qu'on va vouloir, c'est un mélange, Ouais, justement, ouais. à la fin de tout. C'est dans ce sens-là que je parle de nuance. Fait que la connaissance de soi comme travailleur, c'est vraiment un thème incontournable. Puis pour les amener dans ça, comme je vous disais, de ne pas hésiter à utiliser des questionnaires parce que ça va vraiment structurer la réflexion. Dans les stratégies qui, en tout cas, peuvent être des bonnes conditions pour aller vers un emploi qui va être signifiant, puis se maintenir en emploi. Donc, on parle de vraiment d'une bonne connaissance de soi comme travailleur, puis de ses besoins. Donc, à ce moment-ci, dans leur vie, de ce qui est important dans l'environnement de travail, qu'est-ce qui est prioritaire pour eux pour bien fonctionner, puis bien fonctionner de manière durable. Bien, je vais vous parler d'une étude qu'on vient de terminer. On a publié les résultats. C'est une des premières études où on a donné la voix à des personnes avec un trouble de personnalité limite
en emploi. Donc, je me suis souvent fait dire, waouh, tu sais, on entend beaucoup parler des personnes avec un trouble de personnalité limite, avec beaucoup de difficultés. Mais Oui. là, on a donné le micro, si on peut dire ça comme ça, à des personnes en emploi. Donc, ça, c'est très intéressant pour avoir des bonnes pistes pour aider ceux avec qui ils sont plus au début du processus ou bien ils ont plus de difficultés. Fait en même temps, ce sont les thèmes incontournables. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit qui vont les aider à se maintenir en emploi quand ils ont un emploi? C'est de prendre soin de leur relation avec eux-mêmes ou elles-mêmes en activement au quotidien identifier un aspect positif de leur journée, un aspect avec lequel dans le travail ils sont fiers. Donc, tu sais, faire ressortir leurs accomplissements d'une manière vraiment régulière. Fait que ça, c'est un élément. Au niveau relationnel, mais avec les autres, bien là, l'accompagnement qui est porteur, c'est sûr de travailler leurs habiletés relationnelles d'une manière expérientielle. Donc, plus on le fait dans des situations qui se rapprochent du futur emploi, tu sais, c'est pas obligé d'être dans le milieu réel, mais avec des jeux de rôle, c'est des gens qui vont dans les milieux cliniques participer essentiellement à de la thérapie de groupe. Donc, c'est des troubles relationnels. L'expérientiel est extrêmement riche et puissant et porteur. Donc, ils participent beaucoup à des thérapies de groupe. Donc, pour les conseillers, conseillères en orientation qui ne sont pas dans les milieux cliniques, travailler en collaboration avec les milieux cliniques, c'est vraiment très, très souhaitable. Donc, pour que, au final, ce qui va les maintenir en emploi, c'est qu'au niveau relationnel, ben, ils arrivent à être plus à l'écoute, ils arrivent à être plus constructifs, puis être moins réactifs et prompts. Tu sais, je reprends tes mots. Après ça, non seulement l'aspect relationnel est important, mais prendre en compte de les aider à aménager un environnement de travail pour rester disponible. C'est des gens facilement distraits, qu'ils aient ou pas un TDAH. C'est un trouble en comorbidité qui est très fréquent chez les gens qui ont un trouble de personnalité limite, mais nonobstant un TDAH, c'est des gens facilement distraits par leurs pensées, par les pensées autour des émotions, mais aussi par l'environnement externe. Donc, beaucoup de nos participants ont vraiment mentionné l'aménagement d'un environnement calme, où il y a une ambiance qui leur permet d'être disponible cognitivement, c'est super important. Fait que le coaching de stratégie au niveau des fonctions exécutives, par exemple, au niveau de l'attention, donc pour maintenir son attention, ça c'est vraiment quelque chose incontournable dans leur accompagnement. Les soutenir dans l'intégration des stratégies s'ils sont déjà en thérapie, qu'ils apprennent pour gérer le stress. Donc, c'est des gens qui vont apprendre différentes stratégies avec au cœur de ça la pleine conscience. Fait que vraiment les soutenir là-dedans. Ça, c'est quelque chose d'important. Puis finalement, l'autre thème qui est dans les stratégies qui sont quelque chose d'intéressant quand j'ai présenté le tout à des conseillers en emploi ou des agents d'insertion en employabilité, des conseillers en employabilité, c'est que pour les gens avec un TPL, l'accompagnement dans la sphère professionnelle ne devrait pas idéalement se limiter qu'au travail, mais plutôt d'accompagner la personne à ce qu'elle voit son travail dans un mode de vie. Parce que, comme on disait, c'est des gens pour qui l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est particulièrement difficile et problématique. Fait que l'accompagnement avec eux, c'est pas juste de regarder le travail isolément puis tout ce que ça va prendre pour aller vers un emploi signifiant, mais de regarder aussi ce qui est à l'extérieur du travail, donc orchestrer le travail dans le reste de la vie. Fait que c'est ce que je dirais là, Je pense qu'on en à a ce dit, moment-ci. je Oui, pense qu'on en a dit pas mal, hein. Il y a quoi faire un tour avec ça. Euh, Avant qu'on complète, juste pour oui, être certain, Nadine, oui. est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées ou sinon,
s'il y avait un message, un dernier message que tu aimerais transmettre par rapport à des personnes qui sont appelées à côtoyer ou à intervenir avec une personne avec un trouble de personnalité limite, qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, moi, je dirais, je vais essayer de me limiter, Louis. Ben, je dirais que tu sais, si je reviens à l'aspect relationnel, euh, si on peut imaginer que dans la relation avec ces gens-là, ce qui est au cœur, c'est on danse avec une personne qui a un trouble de personnalité limite, on danse, on valse tout le temps entre la validation et le changement et l'accompagnement au changement, tout le temps. Donc, on danse là-dedans. Si on est trop dans la validation, bien, on va juste être dans l'écoute. Ça va faire du bien à la personne, mais il n'y aura pas nécessairement un changement au bout de la ligne. Puis si on est juste dans la résolution de problèmes, puis la pratique de stratégies concrètes Il n'y a pour pas amener des d'écoute. changements, ça peut être perçu comme de l'invalidation. OK. Donc, c'est dans le lien, ça, c'est vraiment ça. Puis, cette danse-là, et vraiment prendre le temps qui va être extrêmement bénéfique pour accompagner la personne à bien se connaître comme travailleur ou travailleuse. Je pense vraiment, là, l'image de la danse, là, pour terminer, là, c'est très Ouais. parlant, c'est très rythmique. Puis Oui, c'est un peu ça, hein, un processus de, là, je vais te dire largement pour couvrir toutes les professions, mais un processus de relation d'aide. oui, C'est souvent savoir suivre un rythme parce on n'est pas tout seul, on est avec une personne, ça se fait à deux. Écoute, Nadine, merci énormément pour ta participation à cette capsule-là. C'est fou la quantité d'informations là, qu'on a pu amener en si peu de temps, mais c'est quand même un bon contenu qu'on a. oui, oui, OK, parfait. Merci encore pour ta participation, puis à une prochaine. Oui, merci beaucoup. À une prochaine.